Ça y est, l'été touche à sa fin et pour certains, une boule au ventre commence à pointer son nez avec la reprise. Alors pour toutes celles et ceux qui retournent au travail un peu à reculons, je vous recommande chaleureusement, chaudement le parcours Chance, fidèle soutien de Métamorphose. Alors vous savez, Chance, c'est ce bilan de compétences et cette communauté d'entraide qui vous aide à redonner du sens à votre vie professionnelle. En 3 mois seulement, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs, renouer avec ce qui vous anime vraiment et écrire une nouvelle page professionnelle, le tout accompagné de votre coach dédié choisi sur mesure en fonction de votre personnalité. Et le petit plus que j'aime tout particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. C'est un collectif hyper engagé qui est à vos côtés, prêt à échanger, à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. En résumé, c'est un vrai accompagnement sur 12 semaines pour changer ce qui doit l'être dans votre travail pour qu'il soit en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Et en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à surfer sur l'énergie de la rentrée pour vous mettre en action. Rendez-vous tout de suite sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose, Parents conscients. Je suis Marion Duchesne, journaliste indépendante et maman en quête de sens sur les liens parents-enfants. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler nutrition, allaitement, fausse couche, grossesse et de plein d'autres sujets passionnants. Chaque semaine, pendant 8 semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes dans le domaine de la maternité afin de vous accompagner dans cette aventure enrichissante qui est celle d'être parent. Alors en route vers une parentalité consciente, sereine et bienveillante. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Si l'allaitement est naturel, il n'est pas forcément inné. Il peut donc être normal quand bébé vient au monde de se sentir un peu perdu. D'un côté, l'Organisation mondiale de la santé recommande l'allaitement exclusif pendant 6 mois. De l'autre côté, votre meilleure amie, elle, est pro-biberon, sans compter les questions que vous vous posez. Vais-je arriver à mettre mon enfant au sein ? Vais-je me sentir à l'aise ? Mes seins vont-ils s'abîmer ? Est-ce que j'aurai assez de lait ? Il semble parfois plus facile d'abandonner l'allaitement avant même d'avoir commencé. En France, près de 60% des femmes choisissent d'allaiter à la naissance. Et là, ce sont de nouveaux défis qui les attendent. Montée de lait, pleurs de bébé, seins douloureux, engorgement, tout n'est pas rose, loin de là. Ne reste plus qu'une maman sur 3 pour allaiter 2 mois après la naissance. Pourtant, bien accompagné, l'allaitement peut devenir un moment magique et unique. Ce sont ces mamans que mon invité a décidé d'aider depuis une 20aine d'années pour qu'elles réussissent leur allaitement en toute sérénité. Elle exerce un métier encore méconnu, celui de consultante en lactation IBCLC. Bonjour Carole Hervé. Bonjour Marion. Alors d'abord, toutes les mères peuvent-elles allaiter ? Toutes les mères peuvent allaiter, et je rajouterais dans une certaine proportion. Il existe un petit nombre de mamans qui ont peut-être une malformation de la glande mammaire ou peut-être un souci d'origine hormonale, certaines qui ont subi des formes de chirurgie, et cela peut altérer leur capacité à allaiter exclusivement leur bébé. Pour autant, ça ne les prive pas d'allaiter tout court. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, il y a ce choix que l'on doit faire. Est-ce qu'il faut blâmer les mamans qui n'en ont pas envie ? Il y en a beaucoup qui ne veulent pas choisir d'allaiter. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Surtout, on ne les stigmatise pas, vous êtes d'accord, Carole ? Évidemment qu'on ne les stigmatise pas, évidemment qu'on ne les blâme pas. Je blâmerais plutôt un système, je blâmerais plutôt le manque de connaissances et de formation initiale des professionnels de santé, puisque on pourra même en parler, les mamans qui sont volontaires, qui souhaitent allaiter elles-mêmes, ne reçoivent pas l'information fiable et le soutien dont elles ont réellement besoin. Donc finalement, c'est à la source qu'on ne sait pas les aider. Et de fait, les mamans se retrouvent confrontées à un choix binaire, j'allaite ou j'allaite pas, c'est noir ou blanc. Finalement, on peut trouver une alternative, et puis certaines femmes ne sont pas du tout à l'aise à l'idée d'allaiter, et c'est complètement OK. Allaiter, ça veut dire apporter du lait à son enfant. Donc c'est même donner du lait artificiel, c'est une forme d'allaitement. Évidemment que c'est pas la belle image de la Madone qui allaite son bébé, qui le prend dans ses bras. Et alors, on peut aujourd'hui, dans un pays comme la France, disposer librement de notre corps, faire ce qu'on veut de nos seins, et c'est parfaitement juste et parfaitement louable.
Est-ce qu'on peut dire, Carole, que ça crée un lien différent avec son enfant, un lien singulier quand on allaite par rapport au fait de ne pas allaiter? Ou alors là, c'est stigmatisé une fois encore les mamans qui n'allaitent pas? Alors, c'est pas une stigmatisation, c'est un constat. Et j'en suis même un exemple, puisque je n'ai pas vraiment réussi à allaiter mon premier enfant, et le lien n'est pas du tout le même. L'allaitement favorise la création du lien, tout simplement parce qu'on a notre bébé dans nos bras très, 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 très souvent. Et il va s'opérer un croisement de regards qu'on a peut-être un peu moins lorsqu'on donne le biberon. Finalement, lorsque le bébé est au sein, naturellement, instinctivement, la maman va croiser le regard de son bébé, qui va plonger lui-même en retour son regard dans le regard de sa maman, et ça crée un lien, et ça ne se décrit pas, en fait, ça se vit. Et finalement, on a un peu de mal à comprendre quand on n'allaite pas, on a du mal à comprendre cette douceur qui se lit sur le visage des mamans allaitantes. On finit par être un peu triste, un peu étonné, surprise, on se demande ce qui arrive, et en fait, ça ne se décrit pas, ça se vit. Ça se vit. Et quels sont les avantages de l'allaitement pour le bébé? Il y en a plein. Ils sont multiples, ils sont même... C'est bon pour la santé, le lait maternel, ça on le sait. En fait, c'est la norme de l'alimentation de nos tout-petits. Donc, parler d'avantages, c'est finalement aller comparer un aliment qui est fait pour notre bébé par rapport à une alternative. On n'a pas besoin de promouvoir l'allaitement comme étant supérieur. C'est la norme. Donc forcément, le système immunitaire de l'enfant est protégé. Il y a moins de risques de développer des maladies qu'on dit évitables, à la fois chez l'enfant et chez sa maman. Je pense notamment au caries, c'est tout bête, mais on sait qu'il y a un patrimoine génétique indéniable. Oui. Mais ça aide, ça concrètement, on l'a vu scientifiquement, par exemple. Allaiter donne moins de... Absolument. Le bébé a moins de chances d'avoir des caries plus tard. Moins de chances. Alors, parler de facteurs de risque, c'est pas parler de... c'est pas considérer que c'est un risque zéro. Pour l'enfant qui n'est pas allaité n'a pas 100% de risque supplémentaire d'avoir des caries. L'un des facteurs, vous parliez d'hérédité ou de génétique, eh bien, l'un des facteurs de risque de développer des caries, c'est d'être sensible à une bactérie qui s'appelle le Staphylococcus mutans. Or, le lait maternel vient lutter contre le Staphylococcus mutans. Donc, naturellement, le lait maternel protège le petit enfant, notamment des caries. Ce que vous dites, en fait, Carole, c'est que le lait de la maman, il est exactement fait pour la physiologie de son enfant. Il y a quelque chose qui se joue là, en fait. Oui, complètement. Le lait va s'adapter en fonction des besoins de son enfant. Par exemple, une maman qui vient d'accoucher d'un bébé prématuré, elle a un lait qui a une composition spécifique pour ce bébé prématuré. Le lait n'aura pas la même composition à J3, J4. Bon, par la suite, en général, passé J15, la composition se stabilise. La quantité de protéines, d'acides gras, de sucre va rester remarquablement stable. Mais ce qui va être modifié, c'est que le lait va évoluer en fonction de l'environnement. Si la maman est exposée à un virus de comment on appelle ça? Gastro-entérite. Pardon. Un virus de gastro-entérite, eh bien, il va y avoir les anticorps dans le lait maternel au moment où elle est exposée à ce virus, ce qui est assez étonnant. Donc, même si, par exemple, si une maman est confrontée à un phénomène de pollution, il y aura encore une fois des agents dans le lait maternel qui protègent contre certaines toxines et certains polluants. C'est assez admirable. Donc, les enfants qui se retrouvent à la crèche et qui ont été allaités plus longtemps que d'autres, ou allaités longtemps, ont plus de chances d'être moins infectés par tous les petits virus. Exactement, sont moins sensibilisés aux virus pathogènes de l'environnement. On sait statistiquement qu'ils sont moins à risque d'otite, de gastro-entérite, d'asthme, d'un certain nombre de pathologies. Et le lait, c'est aussi magique parce que c'est un médicament, ça soigne les petits bobos du quotidien, on l'oublie ça en fait. Oui, je pense à un de mes enseignants, le docteur André Marchalot, qui disait « Moi, le lait maternel, j'en mets dans tous les orifices ». Alors c'est une boutade pour dire que un épisode de conjonctivite, en première intention, on allait mettre du lait maternel. Les soins du cordon ombilical, allez hop, du lait maternel. Des maux de gorge, bien sûr, mais ça peut être aussi une otite, c'est assez étonnant, mais en fait, dans une otite, on peut mettre un petit peu de lait maternel, on peut aussi nettoyer le nez de l'enfant avec du lait maternel, c'est prodigieux, c'est à portée de main, c'est gratuit et étonnamment efficace pour, une fois encore, en première intention, lorsque une petite pathologie survient. Et quels sont les bienfaits pour la maman de l'allaitement ? Eh bien, une maman, en fait, le corps de la mère a une fonction, ses seins ont une fonction, la fonction de nourrir, d'allaiter le bébé. Et donc, quand on contrarie cette fonction, il peut y avoir potentiellement un risque de développer un cancer du sein. Ce n'est pas, une fois encore, c'est pas le seul facteur de risque, mais une mère allaitante a moins de risque de développer un cancer du sein hormonodépendant. Elle a moins de risque de développer du diabète, moins de dépression, moins de cancer des ovaires, moins d'ostéoporose. En fait, on a certaines maladies comme ça qu'on considère aujourd'hui comme
potentiellement évitables, qui sont protégés par l'allaitement maternel, notamment dans un contexte qu'on appelle dose dépendant. C'est-à-dire que plus longtemps la maman allaite et plus les bénéfices vont se voir sur sa santé à elle et sur la santé de son enfant. On reviendra sur cette notion de durée de l'allaitement parce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Mais je pense aussi à un autre bienfait, notamment en postpartum. C'est souvent signe de beaucoup de soucis pour les parents et la maman. Le problème du sommeil, là ça joue aussi le fait d'allaiter. Absolument. Et c'est absolument épatant. C'est-à-dire que notre société affirme que donner un biberon permet à la maman de mieux récupérer et surtout de partager les soins accordés à l'enfant. C'est vrai que dans l'absolu, l'image a l'air convaincante et rassurante, mais dans les faits, et les études contredisent finalement cette notion-là, dans les faits, une maman qui allaite exclusivement son enfant dort 40 à 45 minutes de plus qu'une maman qui n'allaite pas et 20 minutes de plus qu'une maman qui fait donner un biberon à son bébé. Le sommeil réparateur, le profond, c'est ça, celui qui... Le sommeil tout confondu. Tout et confondu. Ensuite, une maman qui allaite n'a pas besoin de se lever pour préparer un biberon, elle n'a pas besoin de garder son bébé à la verticale pour lui faire un rôle la plupart du temps. En fait, ça limite sa charge mentale également. Elle n'a pas besoin de penser, est-ce que j'ai assez d'eau, est-ce que j'ai assez de poudre, est-ce que j'ai bien prévu les rendez-vous chez le médecin, puisque les bébés sont un petit peu plus souvent malades. Donc ça limite son degré d'investissement finalement. D'autre part, une maman qui allaite va se réveiller pratiquement instantanément. Il y a une vraie interconnexion avec son enfant. Elle se réveillera peu de temps avant que son bébé se réveille et elle se rendormira très très vite. Donc finalement, elle a, grâce à l'allaitement, grâce à la prolactine, qui est l'hormone qui lui permet de produire du lait, son sommeil va être amélioré. L'architecture de son sommeil va être modifiée et elle ira plus facilement en sommeil profond. Ce qui est assez fabuleux puisque quand on est vraiment réveillé, si on zappe notre train de sommeil, il faut attendre le suivant avant de réussir à se rendormir. Or, la plupart des mamans allaitantes me disent « je suis tellement fatiguée que je m'endors tout de suite » et en réalité, c'est grâce à l'allaitement. Donc il y a une connexion qui se fait. Ouais. Alors, on a vu les bienfaits pour l'enfant, les bienfaits pour la maman. Prenons le cas d'une maman qui vient d'accoucher, qui a choisi l'allaitement, qui a peur, parce qu'on a un peu peur quand même la première fois. Bien sûr qu'on a peur. Il y a beaucoup d'émotionnel dans cette première fois, cette première tétée, cette première mise au sein. Comment faire pour qu'elle se passe au mieux ? Eh bien, c'est déjà disposer de certains repères, c'est avoir une équipe qui est à l'écoute, qui est bienveillante, et puis démarrer dans l'heure qui suit la naissance, et aussi avoir peut-être à l'esprit quelques stratégies, des petits bonus à mettre en place, parce qu'il peut y avoir des aléas au moment de la naissance du bébé. Il y a des bébés qui, comme on le dit, ont bu la tasse, donc ce sont des bébés qui ont évacué du méconium au moment où ils naissaient. C'est un petit peu dommage parce qu'ils ont avalé une partie du méconium qui sont des selles, donc on vient les aspirer, et finalement ils vont pas être tout de suite avec leur maman. Il y a des bébés qui sont pas tout à fait efficaces d'entrée de jeu. Eh bien, ne serait-ce que savoir qu'on peut installer notre lactation à la place du bébé, à la place d'un bébé qui serait soit séparé, soit pas très efficace, eh bien, ça nous permet de raisonner en stratégie. Quand on est confronté à un stress, le stress, ça nous plombe, ça a tendance à nous empêcher de réfléchir, et finalement, on aurait besoin de se projeter et d'avoir face à nous tout un tas de solutions, d'alternatives. Mon allaitement ne démarre pas tout de suite. Eh bien, j'ai devant moi des possibilités de maintenir une fonction naturelle du corps. Mon corps est amené à produire du lait. Je vais l'encourager à aller chercher ce lait, à le produire en bonne quantité. Je vais le donner à mon bébé. Mon bébé va le recevoir. Et puis après, notre connexion, le fait que mon bébé s'accroche à aller le chercher tout seul, ça va se mettre en place. Donc oui, c'est vrai que ces moments-là peuvent être extrêmement stressants. On sait que c'est bouleversant d'accueillir un bébé. C'est absolument incroyable, ce petit être qui a grandi en nous et qui est tellement parfait. Eh bien, oui, on est très vite submergé. Dès qu'il pleure, on se dit « oh là là, mince, il est peut-être pas assez nourri ». Et puis comme on a l'image des fameux biberons, on appelle ça des nourettes en maternité, donc ce sont des petits biberons qui ont une contenance de 70 ml, c'est absolument énorme pour un tout petit. Eh bien, on a cette image-là, et nous on se dit mais mes seins vont pas produire cette quantité. Ils sont trop petits, ça c'est pareil, c'est fou cette histoire, mais c'est pas parce qu'on a une petite poitrine qu'on va pas produire ce qu'il faut pour un enfant. Absolument, un bonnet peut très très bien je confirme. Fournir une quantité incroyable de lait. D'ailleurs, c'est souvent les petites poitrines qui sont les plus généreuses, parce que
quand on a une poitrine opulente, on a surtout beaucoup de gras dedans, donc ça nous donne un très beau galbe, mais ça ne garantit pas qu'il y a plus de glandes que chez une maman qui a une petite poitrine. Il nous faut une glande fonctionnelle et qu'on aille chercher cette fonction, qu'on aille l'activer, qu'on aille la solliciter régulièrement, et puis après, tout le monde peut allaiter. Je pense à une maman à qui il manquait un sein, elle avait des triplés. Elle avait pour projet de les allaiter 6 semaines. À 7 mois, elle m'a dit « Oh, je suis triste, on est en train de passer à autre chose ». Elle a allaité ses triplés 7 mois. Ouais, ça me laisse sans voix, franchement. C'est génial. La nature est extraordinaire. Il faut lâcher prise, Carole, c'est ça le secret en fait. Et il faut se lancer surtout, parce qu'en fait, vous le dites, si on ne fait pas le premier pas, on ne peut pas essayer de trouver des solutions derrière. Ouais. J'entends. Oui, c'est ça. Et puis, disposer aussi de repères, savoir à quoi s'attendre, savoir quelle est la richesse de l'allaitement. In utero, on ne s'imagine pas dire à notre enfant « Écoute, t'as mangé il y a 3 heures, il faut que tu attendes le prochain repas ». Évidemment qu'in utero, le nourrisson, il se nourrit en continu. Et donc, une fois qu'il est là, il va aussi réclamer très, très, très souvent. Et la multiplication de ces tétés vont être au service d'une glande qui a besoin de répondre, de se développer et de fournir un maximum de lait. Et donc, le nombre de tétés normal observé dans la nature se situe entre 6 et 18. Et les gens ont tendance à se conforter à des espèces de moyennes qui sont finalement mathématiques. 8 repas par jour. 8 repas par jour, c'est comme si on considérait, on en rigolait tout à l'heure sur ma taille, je mesure quand même 1m81. Eh bien, si on considère qu'un mètre 81 c'est aberrant, eh bien 18 tétés par jour, ça va être aberrant. La moyenne des femmes de la taille, des femmes françaises, c'est 1m65. Et on ne peut pas considérer que la moyenne de tétés des bébés, c'est ce qui correspond à ce bébé-là. Et d'ailleurs, la moyenne de tétés chez un nourrisson en bonne santé ne se situe pas à 8, mais à 11. Et souvent, il y a une certaine maladresse. On a envie que l'enfant soit d'entrée de jeu efficace, on a envie qu'il espace ses tétés avant même d'avoir appris à le faire. Et c'est là que commencent à arriver des péripéties, comme des douleurs, comme une difficulté à produire du lait, comme des engorgements. Donc on aurait besoin de, comme vous dites, de lâcher prise un peu, de se laisser porter par la demande accrue du bébé. C'est l'enfant qui sait, en fait. Alors l'enfant, en général, sait, et puis parfois, il a tendance à le dire très, très discrètement. Il soulève à peine une paupière pour dire que ça y est, il est prêt à téter. Donc on a besoin de repères pour nous montrer ce qui marche bien. On parlait tout à l'heure de cette première tétée qui doit se faire le plus précocement possible. Oui. Quand c'est possible. Et quand on a eu, par exemple, ça a été mon cas, donc je peux en parler, une césarienne, comment on fait ? Eh bien, on demande à l'équipe médicale ou à notre partenaire, si on a la chance d'avoir quelqu'un qui nous connaît à côté de nous, on demande de se saisir d'un outil incroyablement complexe qui s'appelle une petite cuillère. Et donc, on prend une petite cuillère. Soit on est suffisamment alerte pour nous-mêmes manipuler un peu nos seins, soit on demande à quelqu'un de le faire avec délicatesse, recueillir ce précieux colostrum et aller l'amener au bébé. Et les études ont montré qu'initier l'allaitement dans l'heure qui suit la naissance est un facteur qui favorise la poursuite de l'allaitement que pour une naissance par voie basse ou par césarienne. Donc si le bébé n'est pas avec sa maman dans le cadre de la césarienne, eh bien on va mobiliser ses seins, on va chercher le colostrum, on l'amène au bébé. Idéalement, on laisse maman avec son bébé faire un petit moment de peau à peau. C'est pas le cas dans toutes les maternités, c'est pas grave, on a toujours des alternatives. On récupère ce colostrum et puis on va le donner au bébé dans l'heure qui suit la naissance. Alors moi, je peux parler de ma situation. Donc à la sortie de la salle d'opération, j'ai tout de suite été mise en salle de repos en contact avec mon bébé. Formidable. En fait. Donc on ne m'a rien demandé. On m'a demandé si je voulais l'avoir. J'ai dit oui, forcément. Et ça s'est passé totalement naturellement. Pour le coup, bon, j'ai eu cette chance-là. Oui. C'est pas toujours le cas pour tout le monde. Alors si jamais on n'a pas réussi, si ça marche pas, si on est obligé peut-être de donner un biberon, est-ce que c'est rattrapable après ? Est-ce qu'on peut repasser à l'allaitement après ? Oui, bien sûr. En réalité, il existe énormément de péripéties. C'est rattrapable. Dans ces moments-là, il faut déjà baisser un petit peu le degré d'émotion et appeler quelqu'un de compétent. Soit il y en a en maternité, mais il y a un nombre énorme de consultantes en lactation. Je parle au féminin parce qu'on est souvent une profession féminine qui travaille aussi en visio et qui peuvent très très bien soutenir une jeune parturiente dès les tout premiers jours. Certaines
certaines personnes comme moi ont enregistré aussi des vidéos qui permettent de réagir, d'avoir des bonnes stratégies, des bonnes pratiques pour savoir que mettre en place dans ces moments-là. On peut très bien avoir démarré avec des biberons et décidé de faire machine arrière. Il faut savoir que le corps a de toute façon programmé d'une manière naturelle et hormonale à programmer de produire du lait. Donc même si on donne 1, 2, 5 biberons, le corps n'arrête pas cette production hormonale. Donc c'est tout à fait rattrapable. Et ça se joue dans les 3 premières semaines, c'est ce que j'avais entendu. Oui, après, c'est vrai. C'est vrai, en effet. Le rôle des consultantes en lactation, c'est aussi d'intervenir à tout moment dans la maternité. On a aussi, pour certaines d'entre nous, dont je fais partie, l'habitude de soutenir des mamans qui souhaitent induire une lactation pour un bébé adopté. Donc si c'est possible dans ce contexte-là, je n'ai pas dit que c'était facile. Mais si c'est possible dans ce contexte-là, ça veut dire aussi que malgré cette fenêtre d'opportunité des 3 premières semaines qui n'aurait pas été saisie, on peut malgré tout relancer une lactation qui aurait été un peu abîmée. On parle de la maman, on parle de la lactation, on parle de l'allaitement et le papa dans tout ça, le conjoint dans tout ça. Mais il a un rôle primordial. Oui, mais justement, il faut peut-être le rappeler parce que les mamans, elles sont souvent, j'allais dire, elles n'ont pas envie de déléguer peut-être. Il y a énormément de choses à déléguer, énormément de choses. Le papa a un rôle fondamental dans le sens... alors papa, je vais même extrapoler au partenaire, parce que le partenaire peut être de sexe féminin également. Donc ce sera la partenaire, le soutien réel du partenaire ou de la partenaire de vie est primordial puisque le début est tellement intense, tellement riche qu'on a très souvent envie de baisser les bras et avoir quelqu'un qui est à côté qui dit écoute, je ne sais pas comment t'aider, mais moi je vais aller identifier quelqu'un de compétent et je vais prendre rendez-vous pour toi et je vais t'accompagner et je vais écouter ce qui va être dit et je vais exercer mon sens critique. C'est quelqu'un qui va dire tiens, tu vois, bébé est en train de réclamer, je te l'amène, je t'aide à amener un petit coussin pour ton coude. Ah, je vois que tu as soif, je t'amène, qu'est-ce que tu préfères? Une boisson chaude? Je te fais un thermos parce que sinon tu vas à la boire froide. Je te mets un petit verre d'eau. C'est quelqu'un qui a aussi un linge qui va garder sur l'épaule et puis récupérer le bébé pour l'avoir contre lui et aussi créer ce lien qui est vraiment chouette et permettre aussi de faire un roux. Alors, le linge sur l'épaule, c'est pour éviter les petites régurgitations. C'est quelqu'un qui va aussi faire beaucoup de portage. C'est quelqu'un qui va aussi faire le tri. C'est, j'ai inventé un personnage, pardon si certaines de vos auditrices portent ce patronyme, j'appelle ça Madame Michu. Madame Michu, oui, sur votre site internet, oui. Vous en Donc parlez Madame beaucoup. Michu, ce sont toutes ces personnes qui disent « Mais tu l'allaites encore ? Mais tu sais, moi, j'ai pas allaité, mes enfants vont très bien. » Eh bien, c'est aussi quelqu'un, le partenaire, va faire le tri, en fait, faire le vide. Et c'est tout mignon. J'en discutais hier avec une jeune fille qui dit « Tu sais, ce dont se souvient le plus ma maman quand mes petits frères, les jumeaux sont arrivés, c'est que tu débarquais chez elle, tu lui as ramené un repas complet et tu partais. » Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le partenaire est là pour, accueillir la grande-tante qui vient amener je ne sais pas, des religieuses pour le goûter, mais lui proposer gentiment de rester 20 minutes et de repartir. Voilà. Vous avez parlé du coussin d'allaitement. C'est indispensable aujourd'hui, Absolument ce pas. fameux coussin. Bah oui, mais on a l'impression qu'il est indispensable. Chacun se leur file de... Oui, en réalité, il ne sert à rien. Alors, j'aime beaucoup citer dans ces moments-là Suzanne Colson, qui est l'une de mes mentors, qui a beaucoup parlé de l'allaitement instinctif et qui a tendance à dire que si les bébés avaient besoin d'un coussin d'allaitement, ils seraient nés avec. Donc, le coussin d'allaitement peut être une aide quand on a simplement besoin d'un accoudoir et qu'on est sur un canapé qui n'a pas d'accoudoir. Mais c'est souvent maladroit de le mettre, comme on le voit souvent, on sait autour de notre ventre et de poser le bébé dessus, puisque finalement, là, ce n'est pas une aide. Le coussin d'allaitement n'est absolument pas nécessaire. On peut très bien s'en sortir sans. Du coup, on peut parler de la position à prendre quand on allaite. Ça, c'est une vraie question. Si je vous dis Madone inversée, position allongée, ballon de rugby, c'est très poétique. Hein. Ballon de rugby, c'est formidable. C'est sportif, culturel et artistique. En attendant, ce sont des noms de positions assez classiques. Ouais. Mais quelle est la bonne position à prendre quand on allaite, Carole ? Alors, j'appelle ça des positions académiques, des positions qui nous font réfléchir. Or, quand on allaite, on n'a pas besoin de réfléchir, on a besoin de vivre. On a besoin de trouver une position qui nous procure du confort. Et naturellement, on ne va pas se pencher en avant, on a besoin de caler notre dos, on a besoin d'éviter d'appuyer trop sur notre périnée. Donc on a besoin d'un certain angle d'inclinaison qui relâche nos épaules, qui
cale notre dos, qui va permettre aussi d'accueillir notre bébé. Donc finalement, on pose notre bébé sur notre corps, peu importe l'angle d'approche. On allait parler de mon livre « Mon allaitement sur mesure » et la photo qu'on a en couverture est typiquement représentative de ça. J'ai proposé à une maman de faire un câlin à son petit Nicolo. Et donc, je lui dis « dégrafez le soutien-gorge et puis vous verrez ». Et donc, comme elle était un petit peu inclinée en arrière, son petit Nicolo s'est lové contre elle. Et puis, on a commencé à avoir ce petit réflexe tout mignon qu'on appelle le réflexe du pivert, où le bébé cherche un petit peu. Comme un hamster qui vient gratter, chercher. Ouais, c'est vraiment comme le pivert, Woody Woodpecker, là, qui tape un peu comme ça sur le tronc d'un arbre. Eh bien, le bébé fait ça, cherche un petit peu sur le sein, il balaye de droite et de gauche. Et à ce moment-là, en réaction, par réflexe, le mamelon ressort. Et donc, ce bébé avait les yeux fermés et il s'est accroché naturellement sans que En plus, ce qui était mignon, c'est que la maman est italienne. Donc, lui parler de Madone inversée en prise de sein, avec une prise de sein asymétrique, c'était la perdre en 2 leçons. Donc, je suis pas du tout rentrée là-dedans. J'ai voulu qu'elle expérimente par elle-même quelque chose de simple, sans injonction. Et finalement, ça s'est fait très très bien. J'ai fait un petit clin d'œil au papa pour qu'il prenne des photos. Il l'a mitraillée. Elle ne s'en est pas rendue compte parce qu'à ce moment-là, il y a une connexion qui se crée avec le bébé et on n'a plus besoin de réfléchir. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Le bébé a des points d'appui. Souvent, les mamans se plaignent de douleur et on se rend compte que le bébé a les pieds qui n'a pas d'appui. Quand on est assise nous-mêmes, nous deux, bien, on a envie d'appuyer peut-être sur les pieds de notre chaise ou par terre. Bien, le bébé aussi. Donc peut-être qu'il touchera éventuellement un coussin ou un accoudoir s'il est près de nous, ou bien qu'il touchera le corps de sa maman. Et souvent, en position de la Madone, il a les pieds un peu dans les airs. Et comme il a les pieds dans les airs, il a tendance à s'agripper en face sur le mamelon. Et c'est là que ça peut faire mal. C'est ça aussi cette idée de contact ventral continu, parce que là vous nous parlez en fait de l'allaitement instinctif. Absolument. On est en plein dedans là. On est en plein dedans. Ne pas avoir d'injonction, ne pas enseigner à une maman ce qui est confortable pour elle. Moi je ne sais pas ce qui est confortable pour elle, quel est l'angle d'inclinaison. Ce que je veux c'est qu'elle s'installe confortablement et en effet son bébé est une petite étoile à 5 branches comme dit Susan Colson, qui a les 2 bras, les 2 jambes et son ventre qui vont se retrouver à être collés au corps de la maman et le contact ventral continue, donc il n'y a pas d'écart. Le corps ne se distance pas du corps de la maman. D'ailleurs, on ne peut pas glisser une feuille de papier entre le corps du bébé et celui de sa maman à ce moment-là. Et bien, qu'elle le mette sur le flanc, qu'elle le mette contre son ventre, et bien finalement, ça va avoir le même résultat. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une maman qui a subi une césarienne peut très très bien le faire sans risquer que le bébé ne vienne toucher une cicatrice. C'est comme ça aussi qu'une maman de jumeaux peut avoir ses 2 bébés collés contre elle, ces 2 petites étoiles à 5 branches qui englobent son corps et qui se touchent et en fait ça génère une dose d'ocytocine, l'hormone de l'amour qui est phénoménale et ça permet au lait de couler. Enfin, tout un tas de petites relations chimiques se mettent en place, c'est extraordinaire. Et le cercle positif se met en place. Absolument. Comment sait-on qu'un allaitement est efficace ou non ? Eh bien, c'est souvent la grande question qui perd les mamans, qui les préoccupe le plus, puisqu'elles se disent, quand je vois un biberon, je vois quelque chose qui est gradué, et là, je ne sais pas comment faire, mes seins ne sont pas gradués. Eh bien, lorsqu'un bébé prend un biberon, c'est marrant parce que j'ai eu la pédiatre qui m'a donné cette expression, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, et elle dit, quand un bébé boit un biberon, on regarde ce qui rentre. Quand un bébé prend le sein, on regarde ce qui sort. Donc, on est concentré sur les couches. Sur les couches. Évidemment. Et quand elles sont elles bien doivent être remplies... très lourdes. Elles doivent être vraiment très lourdes. Et à ce moment-là, on n'a pas peur de la balance. La fameuse peur, panique de la balance. Est-ce que mon bébé a bien pris du poids ? Eh bien, lorsque les couches sont pleines et même débordent, je vous garantis que le bébé prend du poids. Un bébé va prendre à peu près 800 ml de lait sur 24 heures, en moyenne, pour un bébé qui fait 3 kg, et il va les prendre aux alentours de J15, et ça va perdurer jusqu'à ses 6 mois. 800 ml de lait et dedans vous avez 90% d'eau. 90% d'eau, ça reste pas dans le corps, il faut l'éliminer. Donc on a 6 couches bien lourdes par 24 heures. Quand l'allaitement se passe pas bien, en règle générale, on n'est pas à 6 couches, on est souvent à 4-5. Donc on recharge un petit peu cet allaitement. Comment ? En augmentant la fréquence des tétés, en les rendant plus efficaces. Et si on a besoin, on se fait aider d'une IBCLC. Voilà, on allait y venir, justement. On n'a pas assez de lait. Comment stimuler efficacement la lactation ? Alors, vous l'avez dit, c'est le jeu de l'offre et de la demande, c'est à la demande. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres méthodes ? Je pense notamment faire appel à du matériel. Et quel matériel, en fait ? Absolument. Alors d'abord, la demande, il faut savoir l'identifier. La demande, c'est pas spécialement un bébé qui pleure. Chez certains tout petits, c'est le bébé qui soulève à peine ses paupières, ou alors qui passe sa langue sur
ses lèvres, ou bien qui commence à faire le petit oiseau, à chercher de droite et de gauche, ou on l'a dans les bras et il nous ferait un suçon sur le bras, ou bien il attrape notre nez. Là, il est en train de demander, donc on n'a pas besoin d'entendre le son de sa voix. Ensuite, lorsqu'il est au sein, on est attentive à ce qui se passe. On doit entendre les petits... On doit entendre ces petits mouvements-là. Donc un bébé qui ne déglutit pas ne fera pas ce son-là, n'aura pas de déglutition, ne manifestera pas de déglutition audible, et de ce fait, il peut rester 1 heure sur le sein et quasiment rien boire. Donc à ce moment-là, on peut l'aider en faisant ce qu'on appelle de la compression mammaire. Donc on vient comprimer notre sein un peu comme on comprimerait une orange, bien entendu sans nous faire mal, mais on augmente le transfert de lait. Ensuite, on va changer de sein régulièrement. Souvent, je plaisante en disant que comme j'ai beaucoup de bébés qui sont nés en France, eh bien en France, on fait entrée, je discute, plat, je discute, salade, fromage, dessert, café. Et donc, on peut souvent changer de sein. Et par la suite, s'il est nécessaire de compléter, avant d'aller chercher le sacro-saint, lait artificiel, on peut très bien utiliser nos 2 mains comme moyen de recueillir du lait. On prend un verre et avec nos 2 mains, on vient presser les seins, recueillir du lait qu'on peut mettre dans un biberon et donner à notre bébé, ou bien on va utiliser justement du matériel, un tire-lait électrique de bonne qualité. Souvent un tire-lait automatique, double pompage parce qu'on gagne du temps. Et la chance que l'on a dans un pays comme la France, c'est qu'on peut très bien obtenir une ordonnance qui nous permet de louer un tire-lait et on n'aura quasiment aucun frais. Si on ne change pas de matériel, si on n'a pas besoin de changer de taille de tétrelle. Le pharmacien nous guide sur le bon modèle de tire-lait. Ce tire-lait va être adapté à notre besoin et avec des accessoires adaptés à notre morphologie. Et de ce fait, on pourra augmenter notre lactation et même, si on a un excédent, le garder pour d'éventuels moments de séparation ou bien le donner au lactarium, par exemple. La conservation, on en reparlera, Carole. Est-ce qu'il existe aussi des galactologues, c'est ce qu'on appelle... Galactogogues, oui. Galactologues. Gog. Ou galactogènes, comme vous voulez. Oui. C'est la même... Ouais. Des plantes aussi qui favorisent, qui accompagnent la lactation? Potentiellement, oui. On parle souvent de tisane de fenouil, c'est pas le plus efficace. C'est plutôt une plante qui s'appelle le fenugrec. Le fenugrec est une plante assez intéressante. Ceci étant, elle a réellement comme intérêt d'ouvrir l'appétit. Et donc, on va se retrouver avec une maman qui a des fringales à tout bout de champ et qui se retrouve avec quelques kilos non souhaités. On a aussi une plante qui s'appelle... Enfin, une plante. Le malte d'orge est très intéressant. Le vieil adage de « mais boire de la bière, ça donne plus de lait ». Alors, c'est pas le houblon qui donne plus de lait, c'est le malte d'orge. On n'est pas obligé de le prendre dans de la bière. Bière sans alcool, idéalement. On peut le prendre dans des poudres cacaotées qui contiennent du malte d'orge. Vous avez aussi des plantes comme le Moringa oleifera, qui est une plante qu'on consomme beaucoup aux Philippines ou aux Antilles françaises. Aux Antilles françaises, c'est fabuleux, on en trouve partout. Ça peut se consommer un peu sous la forme d'épinards ou bien en poudre, un peu comme en poudre, on peut le boire comme du thé matcha parce que lorsqu'on la chauffe, elle a vraiment un goût très prononcé, donc parfois on aime bien casser un petit peu son goût en la mélangeant à du jus de pomme, du lait de coco. Et ce sont ces plantes-là, enfin en l'occurrence le moringa, c'est une plante qui est pleine c'est un super aliment finalement. C'est plein de bonnes choses pour la santé de la mère et ça peut aussi soutenir sa lactation. Après, on va parler de chardon-marie, on va parler de chardon-béni, on va parler de galéga, on va parler de luzerne. Pas mal de petites choses qui sont des plantes intéressantes, mais ça ne suffira jamais à remplacer l'efficacité de succion et de transfert de lait d'un nourrisson ou bien d'un tire-lait. Avant de parler de l'alimentation de la maman, qui joue un rôle important quand même, je pense, on va y venir. Pas tant que ça, on va y venir. Comment sait-on que la tétée est terminée? Vous avez dit, bébé, il donne des petits signes, il faut écouter les bruits quand il a faim, quand il veut téter. Mais comment on sait qu'il a terminé, en fait? C'est très, très le Bouddha touchant extatique. Moi, j'ai cette image oui, mais complètement. C'est-à-dire qu'à la fin de la tétée, on le voit qu'il s'assoupit sur le sein, et au bout d'un petit instant, donc on le garde sur le sein, et il se déplogue. C'est vraiment tout mignon. Et il a tendance même à partir dans notre coude. Et on voit les yeux un peu révulsés, la petite goutte de lait qui coule à la commissure des lèvres. Là, on sait qu'il a bien tété. Ça ne veut pas dire qu'il réclamera pas dans une demi-heure, en réalité. Puisqu'un nourrisson peut très très bien réclamer souvent, d'une manière qui nous semble un peu copieuse. Mais en effet, la tétée, en l'occurrence, là, est terminée. À l'inverse, un bébé qui s'endort tout de suite sur le sein et qui ne se détache pas de lui-même nous montre peut-être que le transfert de lait n'est pas suffisamment optimal et donc qu'il a besoin d'un coup de pouce pour réussir sa tétée.
Et le bébé qui refuse le sein, pour le coup, on fait quoi ? Avez-vous 2 heures devant vous ? 5 heures, non, pas non. Il faut déjà identifier les causes. Le refus du sein, ça peut être le témoin d'une lactation relativement faible, ça peut être le témoin d'une pathologie, des choses aussi sottes qu'une otite, enfin sotte, c'est pas une otite, mais un aphte, une petite coupure dans la bouche. J'ai eu affaire à des bébés qui ont manifesté par leur refus du sein qu'ils souffraient d'une sérieuse pathologie. Très souvent, c'est un bébé qui ressent qu'il n'y a pas assez de lait. Mais prenons un exemple tout bête. Lorsque j'ai soif, je vis en France, j'ouvre mon robinet, ça coule. Quand ça coule pas bien, je suis un peu sotte, j'ai tendance à bouger le robinet. Je sais bien intellectuellement que ça va pas m'aider, mais je suis un peu sotte, alors je continue de bouger un peu le robinet. Le bébé commence à faire ça, il s'agite un petit peu sur le sein, puis au bout d'un moment, il en a marre, puis il lâche l'affaire. Et donc, on peut l'aider comment ? Eh bien, en soutenant la lactation, en la relevant de tous les moyens possibles. Souvent, ça vaut le coup de se faire aider par une consultante en lactation. J'ai tendance à me répéter, mais il faut vraiment quelqu'un qui analyse bien la situation et trouve les bons moyens pour cette maman-là, pour relancer convenablement sa lactation. Mais bien évidemment, on le nourrit. On le nourrit avec du lait, lait maternel si on en a en bonne quantité. Parfois, on en a eu un peu au congélateur, donc on va puiser dans nos réserves. Parfois, on a du mal à faire la jonction, auquel cas le pédiatre prescrit un lait de complément pour faire la jonction le temps que la lactation remonte. Il est nécessaire de combler les besoins en nourriture de l'enfant d'abord. Il peut être utile d'utiliser à ce moment-là ce que vous appelez le DAL, le fameux dispositif d'aide à la lactation. Absolument. D'ailleurs, dans votre livre, on trouve une recette maison. Oui. Vous expliquez comment faire sur votre compte Insta aussi. Vous expliquez absolument. comment faire. Ça peut aider. Oui, potentiellement, ça peut aider. Alors, toutes les mamans ne sont pas à l'aise avec cet outil. Donc, le DAL, c'est un fin tuyau, un peu comme un Scooby-Doo, qu'on vient d'un côté placer dans le flacon qui contient le lait, et de l'autre côté, on va soit le glisser près du mamelon, soit le garder près de notre auriculaire, par exemple. On donne le doigt à téter au bébé, on glisse le petit tuyau à côté et le bébé tète les deux. Il y a des bébés qui sont très très efficaces avec ça, des mamans complètement à l'aise, et puis il y en a à l'inverse qui vont choisir tout bonnement le biberon et consacrer plus d'énergie et de temps à relever leur lactation qu'à essayer d'utiliser cet outil qu'elles trouvent fastidieux. Donc on a une foule d'outils complémentaires pour nourrir le bébé lorsqu'il ne va pas au sein. Il y a le biberon, il y a le DAL, il va y avoir la petite cuillère, il va y avoir des cuillères avec un réservoir, on appelle ça souvent soft cup. Il va y avoir des tétines spécifiques, la seringue, la pipette de médicaments, le paladai qui est un outil indien qui est une espèce de, on pourrait dire, un peu comme une lampe d'Aladin. C'est tout mignon, on met du lait dedans et puis on vient glisser ça dans la bouche. C'est tout petit, on vient glisser ça dans la bouche du bébé. En fait, il existe des multiples solutions. Bien sûr, voilà. Et j'aime beaucoup raisonner en solution plutôt qu'en contrainte. C'est important, vous avez raison de le rappeler, Carole. Est-ce qu'il faut suivre un régime particulier spécifique pour allaiter ? Eh bien non. Bon, pas d'alcool quand même, on est d'accord. Pas d'alcool en grande quantité. On n'a pas à se priver non plus. Un petit plaisir est important pour la maman, surtout en cette période de postpartum. Oui, alors l'alcool, si vous voulez, on en parle dans un deuxième temps. D'abord, j'invite souvent les mamans à mettre de la couleur dans leur plat. Donc il y aura des fruits, des légumes, des protéines de tous ordres, des acides gras, peut-être des produits laitiers, ce qui va plaire à la maman. Il y a un aliment interdit qui est déconseillé, qui est la sauge. La sauge, tout simplement parce que ça fait baisser la lactation. Comme la menthe en très grande quantité, ou bien le persil dans une certaine proportion, bien que ce soit un peu remis en question dans certaines cultures. Donc le principe, c'est de manger de tout. Et le seul moyen d'action qu'on peut avoir sur la qualité de notre lait, c'est la source de nos acides gras. Si on mange que du fast-food, on aura des acides gras trans dans notre lait et ce ne sera pas les meilleurs acides gras. Pour autant, la quantité d'acides gras, de lactose, de sucre, de protéines de notre lait est incroyablement stable et la même d'une mère à une autre. Il y a une petite précision à apporter et c'est vraiment primordial, c'est chez les mamans végétaliennes. Elles doivent impérativement se supplémenter en vitamine B12. La vitamine B12 est essentielle au développement du cerveau de l'enfant. On la trouve dans l'alimentation d'origine animale. Or, les véganes n'en consomment pas. Mais elles le savent la plupart du temps et elles prennent des compléments alimentaires. Donc, pour le reste, vous pouvez avoir des mamans qui n'ont pas le temps de se concentrer sur leur régime alimentaire. C'est un chouïa dommage parce que ça va nuire à leur niveau d'énergie, mais ça n'altérera absolument pas la qualité de leur lait. Et ça n'aura pas d'impact sur la santé de leur enfant.
Donc prudence pour les végétaliennes et puis c'est tout. Après elles boivent à leur soif et elles se régalent. Et justement en termes de boissons, est-ce qu'elles peuvent boire de l'alcool ? Eh bien, il y en a qui rêvent d'un petit verre de vin, d'une coupette de champagne ou d'une bière. Eh bien, elles allaitent d'abord, elles boivent le petit verre, alors évidemment pas une pinte de bière, mais un petit verre où elles trempent leurs lèvres dans une coupe de champagne. Elles attendent 2 heures et elles peuvent allaiter à nouveau. D'accord. Quelles sont les solutions pour toutes ces mamans qui veulent prendre soin de leur sein ? Parce que c'est quand même le lieu qui va... Érotique. Oui. Absolument. Qui va partager d'autres choses après. Notamment quand on a des crevasses. Vous parliez d'engorgement, parfois de mastite. Il y a des solutions... Là encore, beaucoup. Oui. Comment savoir quoi faire, quoi prendre ? Est-ce que vous avez des pommades que vous préférez, vous, par exemple, Carole ? Pommades que je préfère, pas toujours des pommades du commerce. J'aime beaucoup l'huile de coco, qui est une excellente huile. Finalement, quand on est les mamelons gercés, les gerçures, c'est un peu... Les gerçures des mamelons, c'est comme les gerçures des lèvres. La peau est aussi fine et craquelle et on aime bien mettre du gras. On aime bien mettre du gras souvent. Donc le gras ne soigne pas spécialement, le gras va empêcher l'humidité de rentrer. Comme le mamelon est très souvent sollicité par la succion de l'enfant, il peut être dans un climat potentiellement humide et on aime bien mettre un peu de gras. L'huile de coco est exceptionnelle à ce moment-là. Elle a plein de vertus en plus. Justement, elle va être cicatrisante aussi et antifongique, donc ce serait dommage de s'en priver. On parle beaucoup de l'anoline, qui est un gras très épais, qui est assez intéressant, mais on l'a promeut à tort comme quelque chose qui traite. L'anoline ne traite pas. C'est simplement un gras qui hydrate bien et plutôt avec une couche en surface qui est assez épaisse, sachant qu'il faut vraiment mettre une toute fine couche. Mais par rapport à l'épiderme, elle reste relativement dense sur le mamelon. On n'a pas non plus envie que le bébé soit sur une patinoire. Il existe certaines crèmes qu'on va trouver dans le commerce. Je ne sais pas si je vais vous citer des marques, mais des crèmes à base d'algues rouges. L'algue rouge étant une algue qui favorise une bonne cicatrisation, une bonne souplesse des tissus. On a des crèmes aussi à base de miel médicinal, donc on ne donne pas un miel à un nourrisson comme ça, puisqu'il y a le risque qu'il y ait une bactérie dedans qui provoque une maladie qu'on appelle le botulisme. Donc l'enfant ne doit pas consommer du miel avant l'âge d'1 an, et de ce fait, on va trouver en pharmacie du miel qui a été stérilisé, et qui est parfois mélangé à de l'acide hyaluronique pour cette souplesse. Et donc on peut mettre des crèmes à base de miel. Après, il existe plusieurs marques qui vont rajouter parfois un ingrédient homéopathique, parfois de l'huile d'olive. Donc tout ça, c'est intéressant. Le lait maternel peut aussi aider. Le colostrum est incroyablement cicatrisant. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il est magique, lui aussi. Oui, il est incroyablement cicatrisant. Et des mamans prennent par exemple une compresse, elles la mouillent de lait maternel, elles la mettent sur le mamelon et elles enveloppent ça de film alimentaire pour éviter que ça ne dégouline partout et puis que ça reste humide. C'est très intéressant. Ceci étant, il faut le changer toutes les demi-heures. Les feuilles de chou aussi, j'avais entendu parler des feuilles de chou. C'est un peu de folklore quand même. Faut le dire alors. Oui, énormément de mamans vont dire « Ah, ça m'a beaucoup aidé puisqu'on a sur le sein cette sensation de fraîcheur puisque la feuille de chou est astringente. » Mais prudence, j'ai eu des mamans qui ont eu la peau brûlée par la feuille de chou. Ok, donc s'il y a des douleurs qui persistent, il faut consulter absolument. Absolument. Là. Vraiment, ne pas rester longtemps. Un engorgement, ça se règle en 6 heures si on est bien accompagné. Et donc, la clé pour résoudre un engorgement, on parlait d'engorgement et de mastite, c'est d'optimiser les tétés, c'est de faire en sorte de retirer autant de lait que possible. J'entends souvent des gens déconseiller aux mamans d'utiliser un tire-lait alors qu'elles-mêmes disent « Oh, je suis fautive, j'ai utilisé un tire-lait, mais ça m'a soulagée. » En fait, quand les seins sont douloureux, quand les mamelons sont douloureux, elles ont souvent des difficultés, elles appréhendent la tétée, donc il est préférable d'utiliser un tire-lait pour mettre les mamelons au repos de la succion de l'enfant, le temps de cicatriser. Quand il y a un engorgement, on a besoin que le lait sorte. Et on ne va pas exagérer un phénomène, puisque l'engorgement n'est pas un phénomène de trop plein de lait, c'est un phénomène de stase lactée. Et quand il y a du lait qui stagne dans les seins, il y a de l'œdème qui se crée autour, et le lait n'arrive plus à circuler. Il n'y a pas une quantité astronomique de lait. Il y en a qui est là, et il faut simplement l'évacuer. Soit le bébé y arrive, soit nos mains y arrivent, soit un recueil lait y arrive, soit le tire-lait va faire le job. Il y a plein de mamans qui témoignent de ça dans votre livre, qui disent que ça les a sauvées quand elles avaient mal, justement. Bien sûr. Parler avec des mamans, ça c'est essentiel aussi. Absolument. Carole. Il faut participer à des groupes de mamans qui allaitent. Il faut en trouver, il faut aller discuter avec, il faut se nourrir de leur expérience.
Alors je ne dirais pas il faut, puisque j'ai horreur des injonctions. Maintenant, c'est vrai. Voilà, c'est simplement un abus de langage chez moi. J'aime bien redonner aux mamans le pouvoir. Mais le soutien est vraiment très intéressant et aujourd'hui, on a une multitude de possibilités. On peut lire des articles dans des magazines, sur des comptes de réseaux sociaux. On peut aussi aller dans des réunions de soutien de mère à mère, aller dans une PMI où des ateliers sont organisés ou d'autres espaces d'accueil parents-enfants. On peut aussi aller donner un coup de coude au square la dame qui est assise à côté et qui allait et nous aussi, histoire de faire connaissance. On peut mettre les pieds dans le plat. On est dans un café, une maman est toute seule avec son bout de chou, elle l'allait et puis nous, on est là toute seule avec le nôtre. Eh bien, allons-y, on fait connaissance. On trouve un petit moyen de rentrer en communication, je sais pas, sur la marque des couches que la maman utilise et puis on va justement obtenir du soutien. Les mamans adorent se soutenir entre elles et le partage d'expériences nous renforce les unes les autres. Et puis on peut venir vous voir, Carole Hervé, vous qui êtes, vous le dites, consultante en lactation. Alors IBCLC, qu'est-ce que c'est ? Qu'on en sache un peu plus sur Alors IBCLC, c'est un acronyme américain qui veut dire International Board Certified Lactation Consultant. Qu'est-ce que ça veut dire que ce truc-là ? Ça veut dire que vous vous tenez au courant tout le temps sur les nouveautés. Absolument. C'est une certification internationale, donc c'est un diplôme qui requiert 90 heures de formation spécifique en lactation humaine, 6 semestres de formation médicale initiale aujourd'hui pour passer le diplôme, et c'est un diplôme de fin de carrière, c'est-à-dire qu'il nous faut justifier de 1000 heures de pratique clinique en allaitement avant de se présenter à l'examen. Une fois qu'on a obtenu cette certification, on a aussi des heures de communication pour clore le tout. Et une fois qu'on a obtenu cette certification, il faut repasser le diplôme tous les 5 ans. Ce qui est absolument obligatoire et un garant aussi de qualité de la profession, puisque se tenir à jour de nos connaissances en allant écouter des congrès, puisque c'est obligatoire dans notre profession, ça nous permet en fait de progresser et d'affiner notre regard. Là, comme ça a éclairé les choses, on sait un peu ce que vous faites. Oui. On peut vous trouver évidemment via des sites internet pour... Oui, bien sûr. Alors, j'ai un cabinet à Paris, mais je travaille aussi énormément en téléconsultation. En ce moment, j'ai 3 mamans en Martinique, 2 en Guyane, 2 en Belgique et puis 3-4 en Suisse et en Australie également. Donc en fait, la visio nous permet de soutenir des mamans à distance, sachant que même au cabinet, je mets très peu souvent mes mains sur la maman. Il arrive que j'ai besoin de tester la succion de l'enfant, mais c'est pas si fréquent que ça et je peux très bien le faire, non pas tester la succion, mais évaluer des choses à distance, puisque ça fait 12-13 ans que je suis IBCLC aujourd'hui et mon regard s'est vraiment affiné au fil des années, donc je peux être beaucoup plus précise et rapide dans l'analyse d'une situation. Je ne suis pas la seule, on peut trouver les IBCLC sur des annuaires. Vous avez l'Association française des consultantes en lactation qui a un annuaire qui est très bien fait puisque on voit de région en région qui est là, quels sont les domaines d'intervention en cabinet, à l'hôpital, en PMI, en libéral. Les langues aussi que l'on parle. Typiquement, moi, je parle français-anglais, mais une de mes collaboratrices au cabinet parle la langue des signes. Et ça, c'est extraordinaire. Quand elle m'a dit qu'elle se spécialisait là-dedans, mais je jubilais. Je me suis dit, enfin, on va pas laisser ces mamans malentendantes de côté. Ça, c'est formidable. Et du coup, vous êtes de plus en plus nombreuses, parce qu'en France, il n'y en a pas beaucoup. En 2019, vous dites, il y en avait 576. Oui, le chiffre stagne à peu près. On n'est pas si nombreux que ça. C'est une profession qui est peu connue et peu reconnue. C'est une profession qui s'assimile à une profession de santé, mais en tant que telle, en France, elle n'est pas reconnue de cette manière. Donc, nos consultations ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Et il est vrai que ça représente un coût pour les familles. Mais c'est un choix aussi, mais bien sûr. Oui, cela dit, donner du lait artificiel, c'est un coût aussi. La boîte de lait, elle vaut de 16 à 20 euros aujourd'hui. Il en faut pratiquement une par semaine. Donc c'est pas rien de ne pas allaiter. Alors, puisque vous évoquez le lait, qu'est-ce que vous pensez de cette expression, Carole Hervé, 9 mois de sang, 9 mois de lait, sur cette durée de l'allaitement ? L'OMS dit qu'il faut allaiter 6 mois exclusivement. On entend tout et son contraire. Oui. C'est quoi la bonne réponse ? S'il y a une bonne réponse, en fait. Ma réponse, qui n'engage que moi, c'est allaiter aussi longtemps que ça nous procure du plaisir.
et je ne sais pas mesurer le plaisir. Pour certaines mamans, ce sera 3 jours. Il faut savoir qu'au tout début, c'est tellement riche que le plaisir n'est pas tout de suite là. On a souvent de très bonnes raisons, des nobles raisons pour allaiter. C'est pour protéger le système immunitaire de mon enfant, c'est pour prévenir des allergies, c'est pour créer un lien. Puis une fois qu'on a passé la barrière des 3-4 mois, on ne sait plus dire pourquoi on allaite, mais on continue. Alors forcément, Madame Michu va revenir avec ses gros sabots en disant « Oui, mais tu vas reprendre le travail, il faut quand même que tu sèpres ». Pas du tout. Dans tous les domaines professionnels, on peut trouver des parades. J'ai même soutenu 2 pilotes de ligne, donc des dames qui pilotent des avions et qui ont réussi à maintenir un allaitement tout en partant travailler sur des longs courriers. Il faut le dire aux mères, ça c'est possible. Mais bien sûr, étant séparées de leur enfant pendant 3 jours, j'ai soutenu un nombre incalculable d'avocats, de juges, d'instits. Il y en a une récemment qui partait en voyage scolaire. Elle emmenait des enfants camper et on a réfléchi à des manières de tirer son lait alors qu'elle accompagnait une classe d'enfants de 6 ans. En fait, il faut simplement un peu de créativité. La créativité vient quand on a envie, quand on a quelqu'un qui croit en face. Et je ne raisonne pas en contrainte. C'est pas facile pour une maman de piloter un avion et de tirer son lait à certains moments. Et alors, tant que le plaisir est là, tant que je suis là pour aider, je suis là pour trouver des solutions. Ça paraît parfois une montagne. Quand on reprend le travail, on se dit « je vais pas y arriver ». Et c'est souvent à ce moment-là que les mamans arrêtent, d'ailleurs. Absolument. Alors, est-ce que c'est pas simplement parce qu'on leur dit que ça va être une montagne ? Moi, je trouve qu'au moment de la transition avec le travail, trouver en plus un lait artificiel que le bébé va tolérer, et puis même gérer les nuits. Quand on allaite, on tend le bras la nuit, on met son bébé au sein, on le replace dans son cododo s'il y reste, et puis on se rendort. Quand il faut se lever, quand on est en train de repenser notre organisation, donc celle d'avant plus bébé, eh bien maintenir l'allaitement, maintenir cette transition douce, quitte à arrêter dans quelques temps. Je trouve que c'est souvent plus confortable. Après, c'est un parti pris, bien sûr. Ça veut dire aussi demander à son entreprise, son employeur, le droit de tirer son lait. On oublie qu'on a ce droit, en fait. Je sais même pas si on va le demander. Je pense qu'un fumeur qui rentre de travail, il dit pas, au fait, est-ce que j'ai le droit de fumer ? Il va fumer. Donc, je sais pas, est-ce que j'ai le droit de tirer mon lait ? C'est, je vais tirer mon lait, ou puis-je le faire, s'il vous plaît ? Point. Et ça, on pose les choses. Et si en face de nous, on a quelqu'un qui fait des hauts et des bas, on lui dit, écoutez, vraiment, je suis étonnée, puisque la loi protège la mère allaitante. Elle peut très bien allaiter sur son lieu de travail pendant 1 heure par jour. Certes, la fameuse heure d'allaitement n'est pas rémunérée, malheureusement, pas obligatoirement, mais on peut très bien le faire comme ça. Si vraiment on a quelqu'un qui oppose des contradictions, on va pouvoir réagir de cette manière. Ça me fait penser à cette loi qui a été mise en place en Italie il n'y a pas longtemps pour que une députée italienne puisse allaiter au Parlement. Au Parlement, c'est formidable. Alors c'est pas la seule, il y en a eu en Nouvelle-Zélande. La première ministre néo-zélandaise allaitait et l'a montré. On en a eu beaucoup en Scandinavie et en Italie, ce n'est pas la première non plus. Mais c'est génial que des femmes assument ça et le montrent. Quand et comment, Carole Hervé, doit-on démarrer le sevrage ? Est-ce que c'est l'enfant qui donne le top départ ? Est-ce que c'est lui qui sait ? Il y a plusieurs manières. Alors d'abord, le sevrage démarre naturellement lorsqu'on introduit autre chose dans l'alimentation de l'enfant. Ça peut être du lait artificiel, bien sûr, mais ça peut être des aliments solides, absolument. Donc la diversification est un premier pas vers un non-allaitement qui peut être très, très, très progressif. On parlait d'OMS et des recommandations internationales d'allaiter 6 mois exclusivement. L'OMS recommande une poursuite de l'allaitement jusqu'à 2 ans au moins. Il n'y a pas de date de sevrage officielle. Après, la maman peut tirer les rênes de son allaitement. Si elle a envie de sevrer rapidement, on lui explique comment faire, parce qu'elle a fait le tour de son allaitement, elle veut passer à autre chose, et puis elle peut aussi se laisser porter. Et à ce moment-là, il peut arriver ce qu'on appelle le sevrage naturel. C'est qu'à un moment donné, qui va souvent dépasser 1 ou 2 ans, à un moment donné, son bébé va se détourner du sein au profit d'autre chose. Donc un sevrage naturel n'intervient pas avant l'âge d'1 an, mais l'enfant peut à ce moment-là se détourner du sein. Mais à l'inverse, la maman peut très bien dire j'ai envie de poser un cadre, j'ai envie de passer à autre chose. Donc il n'y a pas un moment particulièrement opportun, c'est la maman qui voit en fonction de sa vie, de sa relation à son enfant, de ses envies, de ses besoins, des besoins mutuels. Et il faut savoir que la poursuite de l'allaitement a toujours des avantages incroyables du point de vue du système immunitaire et même du point de vue nutritionnel. Il n'y a pas que la relation et puis la réponse aux besoins de l'enfant ou même une forme de paresse de ne pas vouloir passer à autre chose. Ça a réellement des bénéfices
validé par de la science pour la santé de l'enfant et de sa maman. Vous parliez de la diversification. Là, ça se passe comment ? C'est souvent par mimétisme que ça démarre. C'est l'enfant qui observe papa, maman, les parents autour d'une table et qui a envie d'essayer, en fait. Oui, c'est ça. Il approche de ses 6 mois. Il est souvent sur les genoux. Il est plus dans cette position de berceau qu'on a quand ils sont tout petits. Là, il est sur les genoux et puis il commence à montrer un certain attrait pour ce qui se passe dans l'assiette des grands. Il suit chaque bouchée avec un œil avide et puis il est capable de recracher de lui-même des aliments. Il a aussi acquis cette pince, ce petit geste qui lui permet d'aller saisir quelque chose avec cette petite main et il a le contrôle œil, main, bouche. Donc il peut aller chercher quelque chose et le faire rentrer dans sa bouche. Donc ce sont des paramètres qui permettent de dire que ça y est, il est prêt. C'est pas un âge sur le carnet de santé, ce sont des paramètres. Et donc à ce moment-là, si la maman veut poursuivre son allaitement, elle donne le sein d'abord et puis elle complète avec des solides pour le plaisir de découvrir les textures, le croquant sous la dent, l'aliment qui est consommé en direct sans le filtre du lait maternel, sachant que l'enfant a déjà été exposé à tous ses goûts par le biais du lait. Et si elle a envie de profiter de la diversification pour accélérer le processus de sevrage, elle donne d'abord les aliments solides et ensuite le sein. Donc on écoute bébé, on s'écoute. Une toute dernière question, Carole Hervé, c'est sur cette conservation du lait maternel. Comment fait-on ? Est-ce qu'on le congèle ou pas ? On entend aussi plein de choses autour de la congélation. Comment ça marche pour le conserver au mieux et j'allais dire garder ses bienfaits ? Alors si on le congèle, on va perdre une partie des bienfaits, mais c'est vraiment dérisoire. Le lait maternel, en France, on nous dit qu'il se conserve de 4 à 8 heures à température ambiante. La température ambiante n'étant pas la même, évidemment, à Pointe-à-Pitre qu'elle ne sera à Paris. Donc on considère qu'à 20, 22 degrés, on peut le garder 4 à 8 heures selon les sources. Ensuite, on propose de le garder au réfrigérateur. Les sources varient encore. Certaines personnes recommandent 48 heures, d'autres vont jusqu'à 6 jours, sachant qu'on ne le garde pas dans la porte, mais dans le fond du réfrigérateur. Si le lait n'a pas été consommé, on peut très bien le congeler au bout de 48 heures de réfrigération. On peut le mettre au congélateur. Et à ce moment-là, on pourrait le garder dans un congélateur combiné à un réfrigérateur pendant 4 mois et 6 mois dans un congélateur coffre. Le contenant idéal, c'est quoi ? C'est bête, mais... C'est un contenant propre. Ça peut être des pots de confiture. Ça peut être... Si on a un tout petit congélateur, il existe évidemment des sachets spécifiques qui sont pratiques parce que on peut les entreposer les uns sur les autres et ça prend moins de place dans le congélateur. Mais si on n'a rien de tout ça, un bon vieux pot un pot en verre, pot de confiture, pot de, je ne sais quoi, d'olive, on va bien le nettoyer, on met du lait dedans, on met une étiquette avec la date de recueil, la quantité qu'il y a dedans. On ne remplit pas le contenant à son maximum puisque le lait prend plus de volume lorsqu'il est congelé et puis on le garde au congélateur. Une fois qu'il sera sorti du congélateur, il faudra le consommer dans les 24 heures. On le voit, Carole Hervé, c'est une aventure magique que cette aventure lactée qui repose surtout sur une relation de confiance réciproque entre le bébé et la maman. C'est une expérience vécue à deux. Vous dites que devenir mère, c'est comme découvrir l'existence d'une nouvelle pièce étrange dans la maison où vous viviez déjà. Une chose est sûre, que vous choisissiez ou non d'allaiter, vous êtes et vous restez une maman extra, ça aussi vous le dites. Pas de pression, vous faites ce qui est bon et juste pour vous, pour l'enfant. Et si vous choisissez d'allaiter, il n'y a pas de baguette magique, ça c'est ce que vous dites aussi. Il faut essayer, persévérer avec patience, apprendre avec le temps, s'écouter avec indulgence et surtout s'adresser aux bonnes personnes en cas de difficulté. Avec 2 livres de chevet aussi, si on veut, les vôtres, Carole Hervé. Je rappelle le titre, Mon allaitement sur mesure, c'est chez Albin Michel. Et puis il y a le petit dernier, plus engagé celui-là, Choisir d'allaiter, c'est aux éditions First. Et enfin, on vous retrouve aussi sur votre site et votre compte internet, c'est questiondallaitement.com. Merci infiniment d'avoir partagé vos astuces, votre joie, votre enthousiasme pour l'allaitement. Carole Hervé, merci à vous. Grand merci Marion pour votre invitation, c'était un plaisir. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne Guéquière et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Podcast Addict et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.